Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Depuis Grand Bassam, dont il est le député, le vice-président ivoirien a appelé à la cohésion et à la paix. C'était à l'occasion d'un concert qu'il a offert hier samedi pour célébrer la Tabaski. Une dizaine d'artistes ont gratifié le public d'un spectacle très enlevé. Le feu a encore sévi dans un marché ivoirien. Une partie du marché de Boaké a été avalée par les flammes ce dimanche matin. Un magasin de produits cosmétiques estimé à plusieurs millions a totalement été calciné. Les autres magasins sauvés grâce à la solidarité des commerçants. Dans la région du Ourodougou, le village de Siana, à 19 km de Séguéla, regorge de sites touristiques très prisés. Certains sont vieux de plus de 600 ans. Par exemple, un puits intarissable dans lequel se trouve un tunnel, ou encore la forêt sacrée où des exciseuses ont été transformées en pierre. Il est en Irlande pour une visite de 2 jours. Le pape François s'est prononcé sur la question des agressions sexuelles. Il a déclaré que ce sont des crimes ignobles et il a reconnu l'échec de l'Église dans la gestion de ces drames. Il a demandé pardon aux victimes. Bienvenue à tous dans le 20h de RTI 1. Direction Tiapoum, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y est allé présenter les condoléances et la compassion du chef de l'État suite au décès de Sa Majesté Krouti III, roi de Tiapoum. Daniel Kablan-Duncan n'y était pas les mains vides. Il a fait des dons pour réconforter la famille du défunt roi et toute la population de Tiapoum. Les circonstances sont plus heureuses cette fois. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi rendu à Grand Bassam en sa qualité de député de la ville historique. Il a offert un concert pour célébrer la Tabaski hier samedi au stade de Grand Bassam. Une dizaine d'artistes ont offert un spectacle très enlevé aux spectateurs. Le vice-président a appelé à la cohésion et à la paix. Issaïo. Pari de mobilisation réussi pour le député et vice-président Daniel Kablan-Duncan à Grand Bassam. Il a offert gracieusement à la population de la ville historique un concert pour célébrer la Tabaski. Une dizaine d'artistes à l'affiche, dont le chanteur malien Sidiki Diabaté. Les populations de Grand Bassam, appréciant le geste, ont rendu hommage au vice-président qui ne ménage aucun effort pour unir les fils et filles de Grand Bassam. La Tabaski, c'est une fête de partage, c'est une fête de solidarité et nous avons voulu donc permettre aux Bassamois de rester dans la ferveur de la fête de Tabaski et surtout profiter de cette fête de Tabaski pour dire un grand merci à un digne fils de chez nous, un digne fils de Bassam, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, grâce à qui la Côte d'Ivoire avance avec le président Alassane Ouattara. On dit merci à M. Kablan-Duncan, que Dieu lui donne la santé et longévité pour qu'on puisse fêter l'année prochaine en joie et dans la paix. À son tour, Daniel Kablan-Duncan a salué la mobilisation des populations de Grand Bassam pour cet événement. Il a rendu hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Tabaski, oui, la Tabaski, qui nous offre l'occasion de ce grand concert, nous enseigne certes l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, l'humilité, l'entraide, la tolérance. Ces vertus sont essentielles pour le vivre ensemble. C'est en entretenant la paix et la concorde au sein de la société ivoirienne que malgré nos différences, nous pourrons continuer à travailler de grouiller, comme les jeunes le disent, et profiter toutes et tous des fruits de notre travail et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon, oui, 2020. C'est d'ailleurs le grand message de paix et du vivre ensemble que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a délivré à son retour de son pèlerinage des lieux saints de la Mecque.
Il a en outre mentionné les nombreuses actions de développement du président de la République en faveur de Grand Bassam, ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a donc exhorté les populations à la cohésion, l'amour et la paix pour soutenir le président Alassane Ouattara à bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Le Hajj 2018 est terminé. Ils sont 6800 pèlerins ivoiriens à avoir effectué le déplacement en Arabie Saoudite. Pendant un mois, ils se sont soumis aux différents rites pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Et avant de quitter la Terre Sainte, une dernière prière collective pour confier la Côte d'Ivoire à Dieu. Moussa Konaté, notre envoyé spécial pour ce Hajj 2018. Moment intense consacré à la lecture du Saint-Coran. Les pèlerins ivoiriens, avec à leur tête l'ensemble des imams présents en terre sainte de la Mecque, tous concilient leurs intentions pour des prières et bénédictions. Cette action marque la fin du Hajj 2018, mission accomplie donc pour les organisateurs du pèlerinage musulman. C'est un bilan positif que nous retenons de ce Hajj 2018. Et nous remercions le Seigneur vraiment qui nous a permis que tous nos pèlerins puissent effectuer le pèlerinage. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que les bénédictions qui ont été formulées ce soir par nos imams, pour le président de la République, pour les membres du gouvernement, pour le pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes ces bénédictions et que le Hajj 2019 soit meilleur. Fini donc le Hajj. Pour cette édition, des notes tristes enregistrées, 3 cas de décès dans le rang des pèlerins ivoiriens. C'est vrai que nous avons des pèlerins qui malheureusement ne retourneront pas avec nous. Mais pour en tout cas l'ensemble, il faut dire que tout le circuit s'est très bien déroulé depuis Médine, en passant par la Mecque, Mina, Arafat, Mousdalifa. Des pèlerins ont pu accomplir correctement leur rite. Et au soir donc, on va dire, de ce pèlerinage, nous pouvons être satisfaits du comportement de l'ensemble de nos pèlerins. Le pèlerinage à la Mecque demeure le plus grand rendez-vous mondial des musulmans. La Côte d'Ivoire a enregistré 6800 pèlerins, dont 5000 du contingent étatique et 1800 des structures privées. Vu l'engouement constaté cette année encore, l'augmentation du nombre de places est vivement souhaitée. Les premiers retours sur la Côte d'Ivoire ont déjà commencé. Sur place, ici, dans la région du Gontougo, dans le nord-est ivoirien, 4 villages viennent d'être raccordés au réseau électrique national. À cette occasion, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a exhorté les populations à soutenir les actions de développement de leur région. Michel Digré. La lumière pour plusieurs villages du Gontougo, le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour multiplier les actions de développement dans cette région. C'est la promesse faite par Kobenan Kwasi Adjoumani aux populations de cette localité à qui il demande un soutien aux institutions de l'État. Vous voyez que l'électricité est partout. Quand vous allez à Kounfao, c'est la même chose. À Sandégué, à Bondoukou, partout, le président Alassane Ouattara a fait éclairer les villages. Il y a du développement qui se fait. C'est pour cela que nous devons soutenir ce gouvernement. Kobenan Kwasi Adjoumani a profité de cette tribune pour expliquer le sens de son combat pour la pérennisation de la mémoire d'Houphouët-Boigny, le pionnier du développement de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ne comprennent pas le sens de mon combat. Mais moi, qui ai toujours été utilisé pour aller au combat, moi, votre fils, qui a toujours donné ma poitrine quand ça ne va pas dans le pays, pour défendre les positions que vous connaissez. Moi, qui ai été désigné comme porte-parole du RHDP pour promouvoir la pensée oufouettiste, je ne peux pas suivre aveuglément ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est pour cela que je me suis engagé à mettre en place un mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Tout le monde est unanime que c'est Houphouët qui a inspiré le développement de la Côte d'Ivoire. Les porte-paroles des 4 localités visitées ont marqué leur adhésion au mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Ils s'engagent à relayer cette idéologie dans la région du Gontougo.
À Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une partie du marché a été avalée par les flammes ce dimanche matin aux alentours de 6 heures. Les sapeurs-pompiers ont pu rapidement circonscrire l'incendie et limiter les dégâts. Bilan, un magasin de produits cosmétiques estimé à plusieurs millions de francs CFA totalement calciné. Les autres magasins sauvés grâce à la solidarité des commerçants. Kwadio Kwame. Pleurs et tentatives de sauvetage de marchandises au grand marché de Bouaké face à la préfecture de police ce dimanche matin. En effet, vers 6 h du matin, un feu embrase un magasin de produits cosmétiques. Ils ont essayé d'appeler le propriétaire du magasin où se trouvent les produits cosmétiques. C'est là-bas ici venu trouver la fumée qui sortait. Quand le feu a jailli, lui-même il n'a rien eu dans ses marchandises. Après avoir fini de brûler ses marchandises, les magasins qui sont suivants, le feu a commencé à prendre là-bas. Mais Dieu merci pour eux, le feu n'a pas totalement pris pour eux. Avertis, les éléments de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers arrivent à maîtriser les flammes, sauvant ainsi les magasins voisins. Ce matin, aux environs de 7 h 30, nous avons été alertés pour un feu. On a constaté le feu au premier magasin, un seul magasin. Okay. Donc quand ils sont arrivés, ils ont essayé tout de suite de circonscrire le feu dans son volume initial. Si aucune perte en vie humaine n'est à signaler, le préjudice économique est énorme. Pour le capitaine Kwaku Kofi Herman, commandant de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers, les magasins doivent répondre à certains critères de stockage pour éviter de tels drames. À l'avenir, il faut qu'ils évitent de stocker plusieurs produits dans le même magasin. Voilà. Et là, c'est un mélange de produits. Là. On ne sait pas, il y a du savon, il y a plein de produits. Donc il doit y avoir de stockage ailleurs. Rappelons que ce magasin parti en fumée ce matin fait partie du lot de magasins sauvés par les sapeurs-pompiers lors de l'incendie du grand marché de Bouaké il y a de cela 20 ans. Ces commerces sont-ils assurés? Sinon, la reprise des activités sera une autre équation à résoudre. La Côte d'Ivoire prépare les 47e assises de l'Union de la presse francophone prévues du 9 au 12 octobre prochain en Arménie. La section Côte d'Ivoire s'est rendue au groupe Olympe afin de présenter les opportunités professionnelles qu'offre l'UPF aux journalistes du monde entier. Serge Coléa. L'Union de la presse francophone à la rencontre des journalistes du groupe Olympe. Objectif: expliquer et convaincre ces professionnels de la communication sur l'intérêt d'appartenir à une organisation internationale. Le président de la section Côte d'Ivoire de l'UPF, Adama Kouné, et son équipe ont démontré à travers des témoignages les avantages liés à un statut de membre. Au nom des journalistes du groupe Olympe, Félix Dibiboni s'est réjoui de cette rencontre riche en enseignements. On avait une idée plus ou moins vague de ce que c'est l'UPF, qu'est-ce que ça représente, quel impact ça peut avoir sur les journalistes ivoiriens. On a bien compris que c'est une organisation qui est bien faite pour nous, pour laquelle on peut vraiment avoir beaucoup d'intérêt. On est appelé à aller apprendre, à se former, à voyager dans d'autres pays, à retrouver d'autres confrères, donc à retrouver une autre famille plus élargie à travers le monde entier. Autre sujet à l'ordre du jour de cette rencontre, les 47e assises de l'UPF. Les assises porteront sur médias et migration. Il s'agit de voir quel est l'apport des médias dans le mouvement migratoire que nous observons aujourd'hui dans le monde. Et donc c'est un sujet d'actualité et vous savez que notre métier nous demande de traiter d'actualité. Nous sommes donc au cœur de cette actualité-là. Les 47e assises de l'Union de la presse francophone internationale se tiennent du 9 au 12 octobre prochain en Arménie. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire et le Ghana, 2 poids lourds de l'offre mondiale du cacao, régionalisent la lutte contre la maladie du swollen shoot. L'opération d'arrachage des plants infectés par cette maladie concerne 400 000 hectares, environ 100 000 pour la Côte d'Ivoire et 300 000 pour le Ghana. Noël Nyagno. Pila, un territoire ghanéen à la frontière ouest du Ghana. Nous sommes à environ 400 km d'Accra. Ibrahim Konoé, directeur général du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, Joseph Boahin Haïdo, premier responsable du coco à bord du Ghana, c'est la régionalisation de la lutte contre la maladie du swollen shoot. Dans ce village frontalier et pour cause. Si vous faites la lutte contre le swollen shoot à l'intérieur de votre pays et qu'à la frontière, vous ne menez pas la lutte également,
vous ne réglez aucun problème. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. C'est extrêmement important que nous puissions lancer cette opération ainsi et qu'on puisse poursuivre sur la frontière. Voilà qui explique la mobilisation des producteurs des deux pays, poids lourds du cacao mondial, 60% de l'offre du marché. Ces poids lourds sont menacés par un mal commun, le Sholen Shoot. I see this as a national disaster. La tragédie dans cette affaire, c'est que les planteurs de part et d'autre ne sont pas préparés pour affronter ce désastre, cette maladie. Et malheureusement, certains veulent tricher avec leur production, hélas, sans succès. Ensemble, pour atteindre nos objectifs, il faut le financement des structures bancaires. D'où l'initiative des banques africaines et ivoiriennes qui veulent bien apporter leur soutien financier aux planteurs ghanéens et ivoiriens pour lutter contre cette maladie, le Sholen Shoot. Un mal sournois aux conséquences socio-économiques dramatiques pour les producteurs. Premièrement, quand ils récoltaient champ là, c'était abondant. L'année que la mandarine est arrivée, ça a diminué. Deuxième année suivante, ça a diminué. Troisième année suivante, cette année-là, ça a diminué. Tout le monde peut avoir au moins 5 sacs même. Le seul remède pour l'heure, l'arrachage des plants. 400 000 hectares sont concernés par l'opération. 100 000 en Côte d'Ivoire, 300 000 au Ghana. La filière cacao tient une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire, les jeunes entrepreneurs aussi. Ils occupent de plus en plus le devant de la scène économique. Le magazine de ce dimanche s'est intéressé à leur apport au processus de développement du pays. Un extrait de l'entretien d'Alvorassa avec le président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Nous, Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, qu'il fallait rester sur le terrain. Rester en Côte d'Ivoire? Oui. C'est la première ambition. Rester en Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. Et nous devons faire pour rester sur le terrain parce que déjà le gouvernement est dans les dispositions. Donc à travers ces différentes structures décentralisées, on avait eu donc le FNJ en son temps, on a eu après l'AEJ, on a récemment eu donc avec le ministère donc l'agence Côte d'Ivoire Entreprise. Donc le gouvernement est dans une disposition. Il appartient maintenant à nous les jeunes de continuer à nous organiser. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Et ça c'est vrai. On a des jeunes qui sont en difficulté, qui ont décidé d'entreprendre. Et puis, les difficultés continuent de venir. Mais nous, notre travail a consisté à dire aux gens, restons sur le terrain, continuons à mieux nous organiser, mettons la formation au centre de tous nos intérêts, comme nous serons mieux outillés, et nous allons travailler maintenant sur le financement de nos activités. En 5 ans, c'est autant d'entreprises créées, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est ce fonds que nous venons de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il fallait répondre à l'alternative du financement de nos entreprises. Vous comprenez? Donc nous, pour nous, 4 ans, 5 ans après avoir fait la formation, après avoir installé des entrepreneurs dans les régions, il fallait résoudre le problème du financement. Donc nous avons mis en place 2 leviers qui, pour nous, pourraient répondre à cette demande-là, qui est la bourse de sous-traitance, que nous avons mis en place. Nous avons mis en place le fonds de solidarité et les garanties des jeunes entrepreneurs. Donc en adhérant à ce fonds, vous comprenez que vous apportez votre contribution et on lève des fonds pour pouvoir appuyer les entreprises en Côte d'Ivoire. Le village d'Assaoufoué dans la sous-préfecture de Bongouanou a un nouveau chef. Nanan Kabrankakou a reçu ses attributs dans la pure tradition Akan. C'est le 9e chef de ce village et son installation marque un nouveau départ pour le développement et la cohésion entre les filles et les fils d'Assaoufoué. Mamadou Kwasi. Un arrêté de nomination remis à Nanan Kabrankakou par le préfet de Bongouanou. Un acte qui fait de lui le nouveau chef de village d'Assaoufoué et également un auxiliaire de l'administration, car collaborateur direct du sous-préfet de Bongouanou. Cet instituteur à la retraite aura désormais la lourde charge de gérer et d'assurer le développement de ce village de 6000 âmes. Le préfet lui a rappelé certains de ses rôles pour maintenir le climat social apaisé et le développement de ce village. La gestion transparente des biens communautaires du village. Le chef doit d'abord avoir une vision de politique de développement durable de son village et se donner tous les moyens pour y parvenir.
Le chef qui apparaît comme le père de tous les enfants du village doit avoir le souci de préserver la paix, l'entente, le développement et le vivre ensemble. Cette installation dans la pure tradition Akan avec les Komiens a mobilisé tous les fils et filles de ce village de la sous-préfecture de Bongouanou. Les chefs traditionnels de la région du Moronou ont tenu également à être des témoins de cette rencontre. Parrain de l'événement, l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, il a invité les populations au respect du nouveau chef et surtout à l'accompagner dans sa nouvelle mission. Le chef, quel que soit son âge, il est notre père, il est notre supérieur dans le village. Nous devons le respecter au président des mutuelles de nos villages, aux jeunes de nos villages. Vous êtes jeunes, apprenez auprès des anciens. Il faudra que nos chefs soient des références. Parce que c'est vous qui devez tracer la voie. Il faudra que vous soyez l'exemple aussi dans le village. Succédant à Nanan Kassi Amina, décédé en 2017, Nanan Kabran Kakou devient le 9e chef de ce village fondé en 1878. Dans la région du Ouorodougou, le village de Siana, à 19 km de Séguéla, est un site touristique très prisé. Vieux de plus de 600 ans, certaines curiosités, par exemple un puits intarissable dans lequel se trouve un tunnel. Parasoro Kone nous fait découvrir. Siana est un village dans la région du Ouorodougou, à environ 19 km de Séguéla. Il est constitué de plusieurs sites historiques et touristiques. Tous les jours, le scénario est le même. Les femmes du village partent recueillir de l'eau dans le Maoulena, le grand puits. Sa particularité, il est intarissable et à l'intérieur se trouve un tunnel long de plus de 20 mètres. En plus, l'eau ici, parce que c'est pour nos grands-mères. La grand-mère, elle n'a pas trouvé enfant. Donc, ce puits-là, elle a cherché à creuser pour donner l'eau. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous tous en plus l'eau dans ce puits-là. Pendant la saison sèche, l'eau de pluie sert à faire tomber la pluie dans le village. Une pratique qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de la religion selon les habitants de Siana. Le vieux Kandje Mie, c'est un grand saint. Par le passé, même jusqu'à aujourd'hui, quand le village avait des problèmes d'eau, surtout, les femmes se réunissaient pour venir verser de l'eau sur sa tombe. Et immédiatement, on voyait le ciel noirci et la pluie venait. Vu la grandeur de l'islam, beaucoup de choses ont commencé à diminuer et les choses ne se font plus comme par le passé. Toujours selon les habitants, leurs ancêtres pratiquaient la religion musulmane, ce qui explique la présence de cette mosquée séculaire dans un style soudanais construite au XVIe siècle en terre battue et de bois de chauffe. Elle a été construite par la famille Dosso, aidée de la famille Bakayoko et les Malinké, venus du Soudan, actuel Mali. C'est l'une des plus anciennes mosquées de Côte d'Ivoire. La mosquée de Siana a été construite par nos ancêtres. L'ancêtre qui a créé ce village s'appelle Ibrahima Silla. Des musulmans avaient habité ce site avant la création de Siana. L'histoire racontée par nos parents nous dit qu'ils ont mis du temps pour construire. Vieille de plus de 600 ans, la mosquée historique de Siana a besoin d'une réhabilitation. Si rien n'est fait d'ici un moment, sous le poids de l'âge, ce bâtiment pourrait s'écrouler, ce qui pourrait endeuiller le monde touristique et même les populations. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités compétentes, au cadre du village, tout comme au cadre de la région, pour que nous puissions garder ce bâtiment pour toujours. À quelques pas de la mosquée, une forêt sacrée. Dans cette forêt se trouvent des femmes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision. Selon les populations, seules les personnes n'ayant jamais entendu parler de cette histoire peuvent les voir. Autrefois, nos parents pratiquaient l'excision. Et à un moment donné, la pratique a pris fin du fait que cette séance dernière, ceux qui ont pratiqué se sont vus transformés en pierre. Que ce soit les tapeurs et les exciseuses, même ceux qui étaient excisés, tout ressortissant de Siana.
j'allais dire du côté des femmes, qui rentrent dans la pratique de l'excision sera frappé par un sort. L'interdiction de la pratique de l'excision est respectée à Siana. Chez nous ici à Siana même, on n'a pas cette pensée ici. On n'a pas cette idée ici de l'excision. Lorsqu'on voit que les gens font là, on ne doit même pas s'approcher. On dit à nos enfants, les plus petits, ne vous approchez pas. Parce que si la personne s'approche, c'est la mort qui l'attend. Dans ce village de plus de 2000 âmes, on y trouve des fileuses de coton. Âgées pour la plupart, elles sont réputées dans la transformation du coton brut en fil. Un processus entièrement artisanal. Leur outil de travail, une pierre, des palettes et des quenouilles. Une fois terminés, les fils sont mis à la disposition des tisserands pour usage multiple. Parmi les tisserands du village, Dosso Namoré, par ailleurs porte-parole du village. Si à Siana, certains artisans sont âgés, d'autres sont encore très jeunes. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, avec du bambou séché, confectionnent toutes sortes d'objets grande nature en miniature. On cherche bambou au village, on lève la peau, et puis on cherche couteau, et puis lame, on taille les bambous, on fait les voitures, et puis on donne les enfants et ils roulent. Pour fabriquer, on prend 40 minutes. 8 grandes familles composent le village. On y trouve une école primaire, un dispensaire doté d'une ambulance et un château d'eau pour alimenter les 4 pompes hydrauliques villageoises. Le rêve des populations de Siana, voir leur gros village être érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Dans l'actualité internationale, une fusillade a fait plusieurs morts lors d'un tournoi de jeux vidéo dans la ville de Jacksonville, au nord-est de la Floride, ce dimanche soir. La police évoque un suspect mort, mais elle recherche d'éventuels autres tireurs. Le bilan provisoire fait état de 4 morts. De nombreuses personnes ont été transportées à l'hôpital. La police invite les populations à s'éloigner de la zone car elle n'a pas encore été sécurisée. Et l'actualité dans le reste du monde est marquée cette semaine par la victoire officielle du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au Mali et par le décès hier samedi du sénateur américain John McCain. Le 7 sur 7 proposé par Soro Wojontele et Herman Guivet. La Cour constitutionnelle malienne a confirmé lundi dernier la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle, une confirmation qui fait suite aux résultats officiels du second tour de la présidentielle malienne, avec 67,16% des voix pour le président sortant contre 32,84% pour son adversaire Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta entamera ainsi son second mandat de 5 ans, le 4 septembre prochain, date de son investiture. En Afghanistan, une attaque du groupe État islamique a visé la capitale Kaboul mardi dernier. Les assaillants avaient pris le contrôle d'un immeuble de la ville en visant le palais présidentiel. Selon l'OTAN, 4 assaillants ont été tués et 5 se sont rendus. L'armée afghane, quant à elle, parle de 2 assaillants abattus. La Haute Cour constitutionnelle malgache a rendu publique mercredi dernier la liste des candidats aux élections présidentielles du 7 novembre prochain. Sur les 46 candidats, 10 ont été retirés, faute de dossiers incomplets. Il serait donc 36 pour la magistrature suprême. Parmi eux, les 3 derniers chefs de l'État, dont le président sortant, Eri Rajaonarimampianina. À Trappes, en France, dans la banlieue parisienne, est survenu un drame. Jeudi dernier, un homme armé d'un couteau a assassiné sa mère et sa sœur et blessé une autre personne avant d'être lui-même éliminé par les forces de l'ordre. Un acte revendiqué par le groupe État islamique. La Cour constitutionnelle zimbabwéenne a validé vendredi dernier l'élection du président sortant, Emmerson Mnangagwa. Elle a estimé que les accusations de fraude et de manipulation au scrutin du 30 juillet dernier, avancées par l'opposition, n'avaient pas été prouvées. La requête du MDC a provoqué le report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa. En République démocratique du Congo, après le rejet de la candidature de Jean-Pierre Bemba par la Commission électorale nationale indépendante de Kinshasa, ses partisans n'entendent pas rester inactifs. Eve Bazaïba, secrétaire générale du parti de Jean-Pierre Bemba, déclare que son parti prépare activement son recours à la Cour constitutionnelle.
Marches, pétitions et toute autre forme de recours reconnue par la loi ne seront pas écartées. La candidature de l'opposant congolais a été écartée par la Commission électorale nationale indépendante de Kinshasa au motif qu'il a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale dans une affaire de subornation de témoins. Le sénateur américain John McCain est décédé samedi à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer du cerveau. Ex-pilote de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et candidat à la Maison-Blanche en 2008 face à Barack Obama, le sénateur républicain était connu pour ses positions favorables aux interventions américaines pour ce qui relève de la politique étrangère. Depuis l'annonce de son décès, la classe politique américaine multiplie les hommages à la mémoire de la figure politique et du héros des guerres disparu. En déplacement en Irlande, pour la rencontre mondiale des familles, le pape François s'est prononcé ce dimanche à Knock devant une foule de fidèles sur les questions d'abus sexuels qui touchent l'Église catholique irlandaise. Le pape François a imploré le pardon du Seigneur pour ces abus commis par l'Église en Irlande. Et voilà un tour du monde qui met fin à ce journal supervisé par Michel Mambo. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.